Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir. Radio Libertaire, à Racaille la 20e, avec les mêmes autour de la table, dans la régie Jean-Christophe. Oui, bonjour à tous. Jean, salut. Tristan Adelin, bonjour. Tristan Adelin, l'invité d'aujourd'hui. Tristan Adelin, qui est, je sais pas, plasticien, on peut dire plasticien, peintre, tout simplement. Peintre, tout simplement. Bon, oui, enfin, quand il dit tout simplement, on verra. C'est les gens qui disent tout simplement, faut toujours faire très gaffe, parce que ceux qui se la pètent, là, on sait, mais ceux qui disent tout simplement, c'est peut-être un petit peu plus c'est ça la plus compliqué. Ouais. Bien. Donc, on va tout de suite attaquer avec la minute de militance de notre camarade Raymond Lascience, Dijon, qui va nous faire une revue de presse. On est tous très attentifs dans les spectatives. C'est quoi donc écoute, on aurait peut-être même dû appeler ça en fait la semaine. Non, je vais essayer d'aller très très vite. Faire ça sous forme effectivement de revue de presse avec des petits articles que je commenterai très rapidement. Alors, on commence. Est-ce que Aung San Suu Kyi, ça vous dit quelque chose? Oui, vaguement, oui. Bon, prix Nobel de la paix, assigné en résidence par la junte en Birmanie. Oui. Et ça date, c'est du tout frais, ça date d'hier soir. Carla Bruni Sarkozy vient d'écrire à la junte birmane un vibrant plaidoyer en faveur d'Aung San Suu Kyi. Alors, Art Racaille a réussi à mettre la main en fait sur la lettre originale et je vais vous la lire. Aung, alors Aung c'est Aung San Suu Kyi, bien sûr. Aung me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en Birmanie comme fanent les roses. Aung me dit que le temps, qui plisse, est un salaud, que de nos peaux de chagrin, la junte se fait des manteaux. Pourtant, Suu Kyi m'a dit qu'elle bougeait encore. Aung San Suu Kyi m'a dit qu'elle remuait encore. Serait-ce possible alors? Alors écoute, sérieusement, Carlita, c'est vachement bien ton truc. Moi, je suis persuadé que ça va émouvoir aux larmes les ganaches bornés et corrompus qui maintiennent ce pays sous une chape de plomb depuis déjà plusieurs décennies. En tout cas, c'est très bien parti. Son mari Nicolas, toutes ces infos que je vous donne, elles sont totalement authentiques, bien sûr. Son mari Nicolas remonte à 40% d'opinion favorable, selon Opinion Nouée. Alors on ne sait pas trop comment il s'y prend pour descendre et remonter comme ça, notre roi de la glisse. En tout cas, peut-être à coup de vaseline Bachelot, c'est possible, la seule, l'unique, la vaseline authentiquement française. En tout cas, pour reprendre un titre fameux, ça glisse au pays des merveilles. Au pays des vermeils aussi, excuse-moi Robert. Oh, je vous en prie, la science. Au pays des vermeils aussi d'ailleurs. Kouchner d'abord, puis Rocard bientôt Allègre. Bon, enfin celle-là c'était pour mon frère Yves que j'embrasse de toute mon affection au passage. Moi aussi. Toi aussi, c'est bien. Et à propos d'Allègre, justement, c'est confirmé, il va faire son entrée au gouvernement. Non. Eh si, incessamment sous peu. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, enfin. Je sais pas si vous vous souvenez, en 1980, quand Fidel Castro a vidé ses prisons, et qu'il a glissé au milieu des demandeurs d'asile en partance pour les États-Unis, il a eu l'idée machiavélique de glisser 20 000 droits communs qui se sont empressés de développer la mafia cubaine à Miami. Tony Montana, Scarface, De Palma, Pacino, ça vous dit quelque chose? Oui, copain. Bon. Nicolas, c'est Fidel 2, le retour. Le même génie visionnaire.
Il vide les rangs de la gauche de ses brebis galeuses pour régénérer celle-ci, c'est sympa quand même, et affaiblir cette droite qu'il déteste tant. Quel stratège, mais surtout quel gauchiste, notre leader Minimo. C'est quand même autre chose que le petit facteur de neuneu. Et puis je vais remplacer cette semaine, mais seulement cette semaine, ma rubrique des surnoms d'oiseaux qui décidément ne décolle pas sur le blog, il n'y a rien à faire, c'est la désolation, par une rubrique bizarre autant qu'étrange. Et alors écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que c'est infiniment troublant. Il y a 2 semaines, nous dégustions sur ce plateau du Janière. Du Janière dont Kurnonski disait qu'il était 3 ou 4 fois par siècle le meilleur vin blanc du monde. Tout le monde se rappelle de... Oh oui. Même Igor s'en rappelle alors qu'il en a pas bu. Oui, ça pue ici comme dans une brasserie. Eh bien, figurez-vous que ce même Kurnonski était un ami intime de Roland d'Orgelès. Roland d'Orgelès, vous vous en souvenez aussi certainement, c'est l'écrivain qui a imaginé ce canular artistique de l'âne peintre Boronali, que je vous ai raconté aussi il y a quelques semaines. Absolument. Ouais. Eh bien, Boronali, qui s'appelait en fait Lolo, pendant qu'il peignait son coucher de soleil sur l'Adriatique, il a connu un coup de pompe, mais alors dramatique. Il s'est totalement arrêté de peindre. Là, sa queue est restée plantée dans un pot de peinture sans plus vouloir bouger. Il voulait plus rien savoir. Et son propriétaire, Frédé, qui était à la fois le propriétaire de Lolo et celui du Lapin Agile, qui était un gai compagnon, volontiers gratteur de guitare et qui connaissait bien son âne, est allé chercher sa guitare. Il lui a entonné un petit air à l'oreille. Et l'âne est reparti, ça lui a remis les idées en place, la queue a recommencé à bouger, à plonger dans la peinture, et puis il a pu comme ça finir son coucher de soleil sur l'Adriatique. Eh bien, essayez de deviner quel était ce petit air que Frédé a chanté à son âne, à Lolo pour le faire repartir. Je vous le donne, Émile. Le petit bâton ? Non, essaye de... Un petit chemin. Le petit chemin. Non. Un petit chemin, non, ça aurait été drôle. Un petit chenin qui sort la noisette, ça aurait été très drôle. Non, mais elle est de toi. Je le rappelle. Le copyright est de Jean. Bon, je vois que vous donnez la queue de... Oui, la queue de Lolo. Le temps des cerises. C'est pas émouvant, ça. Ah, si. La boucle est bouclée, non? Oh, tout à fait. On a parfois l'impression que l'univers est terminé, quand même, et qu'on n'a pas grand chance d'échapper à notre destin. Mais il faut savoir que le temps des séries, c'est des très très belles chansons. Au-delà de tout le reste, mais moi j'aime bien moi, être Lolo, je le ferai la même chose. Voilà. Si ça fait peindre un âne, ça fera bien peindre. Non, Igor. Non, Igor. On est grossier, mais on n'est jamais vulgaire. Ouais, moi je suis étranger, je sais des fois pas ce que je dis. Oui, mais enfin... Alors Igor, ça suffit, et ton truc d'étranger, là... Bon, au passage, je finis là-dessus, au passage, vous aurez quand même noté que Sarko a quand même récolté un nouveau surnom d'oiseau. Un étranger aussi, Sarko. Ouais. Encore. Le leader Minimo. Ouais. Pas mal, hein. Ah non, c'est excellent. C'est pas mal. Bon, non, c'est excellent. Donc vous pouvez déposer vos propres créations sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com ou nous les communiquer par téléphone au 01 43 71 89 40 pendant l'émission qui dure jusqu'à 12h30. Merci. Merci Jean. Dit Raymond Lassiance ou l'inverse. Bien, on se tourne maintenant vers Tristan Adelin, notre invité de ce matin, qui va se présenter, parce que c'est quelqu'un de très civilisé. Oh, si tu crois. Écoutez, bonjour. Alors, merci de m'inviter, en tout cas, pour cette émission. Quoi dire, bon, tu m'as qualifié de plasticien, bon, c'est un peu vrai, mais pas que. Je suis artiste peintre, créateur de bijoux également. Donc voilà, je travaille à Alfortville. J'ai récupéré un petit atelier qui me permet de développer mes créations. Que dire d'autre? On s'est rencontrés lors du festival Radio Libertaire, au 21 rue de la Clé, là, il y a pas très longtemps, où j'ai pu développer une chose que j'avais jamais faite, donc une installation autour de la vie d'une femme.
composé de photographies, d'objets, de choses plus ou moins intimes, dont des lettres d'amour, des vêtements, des parfums et des voix également. Ça, c'est une partie de mon travail qui est j'aime pas trop ce mot, mais qui est en work in progress. Voilà. Et j'exerce également mon travail de peintre autour principalement de la récupération d'objets, de matériaux, de traces de vie, de mémoires de personnes encore vivantes ou et disparues également. J'exprime tout ça à travers le collage, le transfert, l'impression, la matière et la photographie. Et tout ça se mêlant et s'entremêlant, se superposant sur des matières diverses que sont le bois, donc toujours de récupération, la planche de chantier, la poutre de chantier, tout ce qui est bois, tout ce qu'on peut voir ou deviner quand on marche dans la rue. Le métal, le bois, le plastique également, enfin toutes ces matières qui sont finalement nobles et qui sont rebuts et qui ont déjà été travaillées par le temps et que moi je récupère, que je stocke et qui sont pour moi un magazine, je veux dire, un magazine de matière. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je travaille également les objets, vous m'arrêtez si c'est trop long. Je travaille également sur des boîtes de sardines, sur des brûleurs de gaz, c'est-à-dire que donc pareil, vous envoyez vos brûleurs de gaz que vous trouvez dans la rue à Radio Libertaire et je les récupère. Les brûleurs, ce sont les capsules en fonte qui sont sur les gazinières. Donc ça, je les récupère et je les transforme et je raconte une histoire et avec une histoire avec ma propre histoire, donc celle de ma famille, photographie de mes ancêtres qui ont été elles-mêmes mises au rebut lors des nombreux déménagements, des décès consécutifs que j'ai in extremis récupérer dans les poubelles, sauver des flammes, des eaux, enfin voilà. Et donc au fur et à mesure des années, je me constitue un catalogue de matières, de photographies, de mémoires, de phrases. Parce que je suis un grand amateur de littérature et de poésie, surtout de poésie contemporaine notamment. Où l'interférence et la connivence entre le matériel poétique, donc écrit, et le matériel visuel qui est également poétique, mais là qui est de l'ordre de l'image, quel qu'il soit. C'est pas forcément des choses très très évocatrices pour la personne qui passe devant comme ça. Mais pour moi, c'est une façon de... Enfin, je sais plus où j'en étais, mais c'est le mélange matière-mot et matière-image fait l'essence de mon travail, quoi. Donc, voilà. D'accord, Tristan, dis donc, ça s'annonce bien. On va encore avoir la tête un peu comme un compteur à gaz. Non, je sors, ça y est, j'ai terminé. Non, mais ça a l'air passionnant. Bien, Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous aérer un peu les neurones avec quelques notes de musique? Oui, c'est tout à fait possible. Bon. Je voulais juste avoir une précision. Le plasticien, est-ce que c'est celui qui fabrique les bombes ou pas? Les bombes, ouais. On peut. Ça c'était le petit village que j'habitais en Provence, Cabrières-les-Boudins, où Vasarely voulait faire sa fondation parce qu'il y a un magnifique château du 12e, et le conseil municipal, moyenne d'âge de 75 ans, lui a posé la question: plasticien, vous êtes plasticien? Putain, il va nous faire tout sauter, quoi. Attention. Et ils ont refusé, et donc il est allé à Gordes, et Cabrières est resté un trou du cul du monde, ignoré de tout le monde. Voilà. Ils ont bien fait. Oui, ils ont bien fait, ouais.
Bon, bah pour nous aérer sans explosion, j'ai le Corner Shop. Corner Shop, ça s'écrit. Non, c'est fini. Hein. Non, c'est très bien, continue. Il est resté absent un moment, alors il est pas au courant. Non, c'est ces gens qui veulent pas, mais nous on continue, on s'en fout. Bon, ça roule. Bah alors Corner Shop, c'est parti. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste. À Racaille, la 20e. Merci de nous accompagner pendant cette heure et demie. Avec comme invité ce matin Tristan Adelaine. Adelin, pardon. Nom de Zeus. Je suis vraiment un mauvais. Voilà. Tristan. C'est dit. Tristan Adelin, qui conteste un petit peu cette appellation contrôlée de plasticien, qu'il semble trouver très galvaudée. Je suis assez d'accord avec lui, mais je persiste quand même, parce que comme il vient de compléter, c'est un glaneur, un aventurier de l'extrême. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui cherche, quoi. Bon, qui découvre, qui propose des choses, mais c'est pas quelqu'un qui pratique, qui fait toujours les mêmes génuflexions tous les matins, quoi. Voilà.
Alors, tu sais, j'ai une grande passion, hein, c'est tous les lundis soirs, parce qu'il y a des encombrants dans ma ville, ma belle ville d'Alfortville. Je prends mon vélo, mon sac à dos, et puis je passe 3 heures à sillonner les rues de la ville pour justement récupérer, glaner et explorer la moindre trace, comme je disais tout à l'heure, de vie et de mémoire qui se trouve sur le trottoir, quoi. À la nuit comme un voleur, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu dis que tu as un petit atelier, c'est-à-dire que tu n'as plus beaucoup d'espace pour évoluer. Parce que c'est pas l'atelier de Bacon encore. Ah oui, parce que les encombrants de la ville sont dans son atelier. Oui, d'accord. Bien, Jean, tu nous contes ton petit... Comment on peut appeler ce que tu nous fais tous les lundis matins, là? Non, parce que moi j'aimerais bien... citation, pour moi c'est une citation. Une citation, d'accord. Citation d'un penseur. C'est une félicitation. La citation de Jean et son commentaire sur Énéade par Plotin. Voilà, alors vous allez voir que malgré les siècles qui les séparent, il y en a un certain nombre, hein, le texte que je vais vous lire a trouvé comme un écho dans celui de Roger Caillois que j'ai lu la semaine dernière. Mais je vous laisse faire le boulot. Hein. Que vous pouvez retrouver sur le blog. Tous les textes de Jean sont sur le blog, donc si vous avez zappé ou oublié, ou si vous avez la mémoire un peu trop encombrée, vous pouvez retourner sur le blog, Blogspot. C'est une très bonne idée, Robert. Voilà. Non, il a pas. Je croyais amorcer le coup. Non, tu m'auras pas tout de suite, plus tard. Donc, je vais vous lire un extrait d'Énéade par Plotin. Plotin, c'est 205-270. C'est ancien, hein. Pour Plotin, qui fut le plus illustre des néoplatoniciens, ce que nous sentons comme beau n'est pas la chose sensible en elle-même, mais la réalité invisible qu'elle porte en elle. Loin de la conception platonicienne qui fait de l'œuvre d'art une imitation, il défend le principe un tantinet idéaliste d'un art où l'artiste rivalise avec la nature et même fait mieux qu'elle. Figurons-nous 2 marbres placés l'un à côté de l'autre, l'un brut et sans aucune trace d'art, l'autre façonné par le ciseau du sculpteur qui en a fait la statue d'une déesse, par exemple, ou bien d'un homme dans lequel l'art aurait réuni tous les traits de beauté qu'offrent les divers individus. Après avoir ainsi reçu de l'art la beauté de la forme, le second marbre paraîtra beau, non en vertu de son essence qui est d'être pierre, sinon l'autre bloc serait aussi beau que lui, mais en vertu de la forme qu'il a reçue de l'art. Or, celle-ci ne se trouvait pas dans la matière de la statue. C'est dans la pensée de l'artiste qu'elle existait avant de passer dans le marbre, et elle existait en lui non parce qu'il avait des yeux et des mains, mais parce qu'il participait à l'art. C'est donc dans l'art qu'existait cette beauté supérieure. Elle ne saurait s'incorporer à la pierre. Demeurant en elle-même, elle a engendré une forme inférieure qui, en passant dans la matière, n'a pu ni conserver sa pureté, ni répondre complètement à la volonté de l'artiste, et n'a plus d'autre perfection que celle que comporte la matière. Si l'art réussit à produire des œuvres qui soient conformes à son essence constitutive, sa nature étant de produire le beau, il a encore, par la possession de la beauté qui lui est essentielle, une beauté plus grande et plus véritable que celle qui passe dans les objets extérieurs. En effet, comme toute forme s'étend en passant dans la matière, elle est plus faible que celle qui demeure une. Tout ce qui s'étend s'éloigne de soi-même, comme le font la force, la chaleur et en général toute propriété. Il en est de même de la beauté. Tout principe créateur est toujours supérieur à la chose créée. Ce n'est pas la privation de la musique, mais la musique même qui crée le musicien. C'est la musique intelligible qui crée la musique sensible. Si l'on cherche à rabaisser les arts en disant que pour créer, ils imitent la nature, nous répondrons d'abord que les natures des êtres sont elles-mêmes les images d'autres essences. Nous répondrons ensuite que les arts ne se bornent pas à imiter les objets qui s'offrent à nos regards, mais qu'ils remontent jusqu'aux raisons dont dérive la nature des objets. Nous répondrons enfin qu'ils créent beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'ils ajoutent ce qui manque à la perfection de l'objet parce qu'ils possèdent en eux-mêmes la beauté. Alors, les Énéades de Plotin sont disponibles dans les classiques en poche des éditions Belles Lettres pour moins de 7 € le volume. Je ne sais plus combien il y en a en tout. Vous pouvez les commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Et quand on s'imagine que des textes de cette qualité ont été écrits il y a plus de 1800 années,
Je me demande si on a vraiment progressé depuis. Non. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, je crois que... Mais je trouve que ça, il y avait un écho dans le texte de la semaine On trouve dernière. des textes un peu de même qualité de temps en temps quelque part. Et où, dans quelle presse on peut trouver des textes comme ça? Oui, je pense que les philosophes continuent d'écrire sur l'art. Le problème est de savoir quel philosophe, quoi. Mais où on peut le trouver? Dans quel journal, quoi? Dans quelle Si, il y a, presse la écrite? philosophie se porte très Le bien. Faut pas Figaro, croire je ça. pense. Il faut pas me dire Robert ça parce que je vais te croire. Non. Oui, enfin bon, c'est difficile de savoir parce que nos nouveaux philosophes, Finkielkraut, Henri Lévy et compagnie, on peut pas dire qu'ils nous transportent dans des régions qui soient très très jouissives, si on peut s'exprimer ainsi. Mais bon, je trouve qu'il y a un lien vraiment avec le texte de Caillois qui nous disait bien que l'œuvre d'art, enfin la beauté naissait de l'hésitation en fait de l'artiste, de des questions, de ses fêlures, voilà tout ça. Et je trouve qu'il y a la même chose absolument dans ce texte et ça c'est fabuleux. Il n'y a aucune certitude dans la création. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire quelques staliniens attardés ou quelques trotskars Soyez-en certains. Il n'y a aucune certitude. Non, il n'y a aucune certitude. Non, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de principe. Bien, on va repasser une petite musique et puis après on s'attaque à notre invité, Bille en tête, pour qu'il développe un petit peu pas seulement ses pratiques, mais son regard sur la société, sur les différentes contraintes auxquelles que nous subissons plutôt tous les jours, dont Jean nous en a un peu évoqué le comment on pourrait appeler ça, avec notre mini leader Maximo. Minimo, oui, bien sûr. C'était déjà pris. Hein. C'était déjà pris. Mais c'est un maximum parmi des minimums. Oui. Ah oui, c'est. Oh non, c'est plutôt dans les minimaux, c'est à peu près le maximum. Oui, c'est à peu près le maximum. Bon, ben à toi, Jean-Christophe, on passe Le bâton de parole. le bâton de musique, oui, bâton merdeux. Qui est un peu un bâton. Bon, tant que vous me tapez pas avec, ça va. Mais moi, je voulais parler d'un groupe qui s'appelle les Vendeurs d'Enclume qui joue mardi prochain au New Morning. J'aime bien les groupes, toujours des noms assez curieux, les vendeurs d'enclumes, les garçons bouchés. La petite histoire des vendeurs d'enclumes, c'est le chanteur à qui son père disait toujours, si tu travailles pas à l'école, tu seras vendeur d'enclumes. Alors maintenant qu'il vit de sa musique, il s'est appelé vendeur d'enclumes. Voilà. Enfin, l'anecdote, il y en a plusieurs, mais ça, c'en est une. C'est l'enfance, toujours. Hein, Merci, papa. Mais voilà, c'est un très très bon groupe que je vous encourage vivement à aller voir mardi prochain au New Morning. Ça s'appelle les Vendeurs d'Enclumes. Bien, on ira l'écouter. Ah, j'espère bien.
Je suis... Radio Libertaire, oui, on est là. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Et pas seulement la radio, mais aussi le Monde Libertaire, l'hebdo bien connu, qui déchire. Et puis les éditions du Monde Libertaire, et puis la Librairie Publico, et puis bientôt peut-être le 145 rue Amelot, qui viendra s'ajouter à la rue Publico avec ses 300 mètres carrés pour recevoir tous nos copains, pour faire des émissions de radio avec tout notre public. Voilà, à toi Jean. 100 000 personnes. 100 000 personnes, ouais, dans 300 mètres carrés, ça va chauffer, ça va cramer. Histoire de vie, histoire d'artiste engagé, histoire de peintre. Alors là, je suis sûr, c'est une question à laquelle Robert va pouvoir répondre, j'en suis certain. Tout le monde ne peut pas, hein, mais Robert, oui. Qui a dit « Il est vrai que je n'ai jamais travaillé en vue d'obtenir un grand prix à une biennale de Venise quelconque, mais bien plutôt pour mériter 10 ans de prison. » Clovis Trouille. Clovis Trouille, il a gagné. J'en étais sûr. Ah oui, il a dit encore, les chercheurs authentiques, mais ça, on sent un peu une frustration quand même derrière. Les chercheurs authentiques sont submergés, évincés par l'odieuse clique des poulains de galerie. Ou encore, un peintre a-t-il le droit de penser? Clovis Trouille, né le 24 octobre 1889 à La Fère en Tardenois, chef-lieu de canton en Picardie. Il entre aux Beaux-Arts d'Amiens en 1905, puis accomplit 7 ans de service militaire de 1912 à 1919, une expérience très enrichissante qui va nourrir son œuvre future d'un antimilitarisme sans la moindre concession. En 1925, il s'installe à Paris et s'établit comme maquilleur-retoucheur dans une fabrique de mannequins de cire. Ses premières toiles sont remarquées par Salvador Dali au Salon des artistes et écrivains révolutionnaires de 1930. Il exposera ensuite régulièrement aux côtés des surréalistes, sans toutefois intégrer vraiment le groupe. Il faut dire qu'il revendiquait vertement des influences de la Renaissance, ce qui n'était pas tout à fait du goût d'André Breton, et qu'il préférait lui-même se définir comme super réaliste. Il développe une imagerie aux couleurs très agressives pour l'époque et aux thèmes qui ne le sont pas moins: érotisme de fêtes foraines relevé d'allusions littéraires, anticléricalisme et anticolonialisme très militant. Cette mythologie personnelle extrêmement réjouissante pour des yeux anarchistes, hein, tu confirmes Robert, Ah, tout à fait. pêche parfois un petit peu par son caractère répétitif et une tendance assumée à la surcharge et au kitsch. Mais du bout de son pinceau, Clovis Trouille reste le grand pourfendeur du sabre et du goupillon. J'ai toujours été contre l'imposture des religions, aimait-il à rappeler. Est-ce en peignant la cathédrale d'Amiens que j'ai pris conscience de tout ce music-hall. Son music-hall, en tout cas, est peuplé de moines pervers, de cardinaux en porte-jartel, de nonnes girondes et dévergondées. Il y dénonce, au passage, le sang des faibles répandu pour le prestige de quelques élites. Sa première exposition particulière en 1963, la seule de son vivant, et alors qu'il était âgé de 74 ans, peu de patience, hein, n'eut lieu que sur invitation par crainte d'incident, et encore était-elle interdite aux moins de 18 ans et aux plus de 70. Mais Clovis Trouille, 6 ans avant de mourir, eut le grand plaisir de voir l'une de ses toiles inspirer un spectacle érotique qui recevra un véritable triomphe à Broadway et qui fera le tour du monde. Au Calcutta, Calcutta, dont la célébrité, effectivement, fera le tour du monde. Une reproduction agrandie de la toile ornait d'ailleurs le rideau de scène. On doute seulement que les concepteurs du spectacle, comme les spectateurs américains, aient saisi la très grande subtilité du calembour imaginé par le peintre anarchiste iconoclaste et farceur. Oh, Calcutta! Bravo. Ah, c'est super. Ouais. Bon, là, je suis en train de passer l'image à la ronde. Évidemment, je la mettrai sur le blog. Hein. Oh, tout à fait, cher Jean. Bien. Magnifique. Nous repassons le bâton de parole à notre invité, Tristan Adelin. Ouais. Bravo. 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 Qui va nous causer de quoi? Bah écoute, si tu veux les conditions de travail, ma vision de la place, ouais. enfin ma place dans ce morne paysage, comme le disait Brassens, et puis peut-être mes envies, et puis et puis je vais peut-être faire un petit laïus aussi sur Cannes.
Tout à fait. Parce que là, c'est d'actualité aussi. Bien sûr. Et comme j'expose là-bas, j'ai quand même parce qu'on parlait de planète tout à l'heure, et d'envie. Là, je reviens d'une autre planète, donc Bien. Donc c'est intéressant aussi. Bien, on t'écoute. Conditions de alors enfin, sans être comment vous avez dit tout à l'heure, mangeur de neurones, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Entre-temps, ils ont été mangés. En fait, je suis un jeune artiste entre guillemets, parce que Oui, c'est vrai. Des jeunes artistes jusqu'à 60 ans à peu près. Oui. Voilà. Donc, j'espère rester vert toujours. Mais en fait, j'ai commencé à travailler dans le théâtre et la scénographie, et j'étais lié donc forcément à tout le Bataclan que veut dire monter un spectacle, un metteur en scène, une troupe, etc. Et le fait d'être indépendant des autres, d'être dépendant des autres, m'a passablement fatigué au bout d'un moment, bien que j'ai fait des choses très truculentes, très intéressantes. J'ai beaucoup bougé, j'ai fait du spectacle pour enfants, de la marionnette, du bunraku, enfin etc., de l'opéra, enfin bref. À un moment, j'en ai eu assez, et j'ai eu envie d'être mon propre guide, et de prendre ma vie artistique en main. Et je me suis plongé délibérément dans la peinture, dans la création d'objets, dans le bijou, et il y a à peu près 5 ans en fait. Donc j'ai commencé dans mon petit appartement de 25 mètres carrés. Quand je sciais du bois, il y en avait partout, etc. Et là j'ai eu la chance d'avoir un petit atelier qui est en fait mon boudoir, en fait, qui est le lieu de création, mais aussi le lieu de réflexion, la chambre intime où peu de gens ont la chance d'aller, et les gens qui y pénètrent sont invités par carton d'invitation, enfin avec le cachet de la poste faisant foi, hein, tu vois, c'est une chose très très réglée, quoi. Ouais. Mais j'insiste sur ce côté boudoir et cabinet, en fait. J'ai toujours rêvé d'avoir chez moi, par exemple, un cabinet, tu vois, avec une grosse moquette, des gros, un peu à l'image des gravures du 19e siècle, là, tu voyais chez Jules Verne, ou enfin bref, il y avait cette espèce de choses un peu cotonneuses. Pour moi, c'est la condition sine qua non du début du travail, en fait. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a la promenade solitaire, il y a la recherche, il y a la découverte, l'exploration. Ensuite, toutes ces trouvailles sont ramenées dans ce lieu qui m'est propre, enfin qui est dans ma caverne, hein. Enfin, c'est une espèce de caverne d'Ali Baba, enfin pour moi. Et là commence à se mettre en ordre des compositions, des choses, des envies, des matières, l'intervention évidemment du texte aussi, comme je disais tout à l'heure, de la poésie, donc qu'elle soit de Baudelaire, de Mahmoud Darwish, à qui je rends encore un vibrant hommage, puisqu'il m'accompagne depuis il est mort il y a l'année dernière, mais il est toujours là, et ses phrases m'accompagnent de façon journalière. Voilà pour ma enfin une espèce de brossage comme ça rapide des conditions dans lesquelles je me mets, et qui me permettent aussi d'être dans un monde parallèle, en fait, finalement, d'être libéré du monde. D'ailleurs, je n'écoute jamais de musique, je n'écoute jamais la radio, surtout pas les informations, parce que j'aime écouter les retransmissions de matchs de foot, parce que c'est la chose la plus absurde qui soit, et ça me permet
sur RMC notamment. Mais ça bon, on vous laisse les gars, on va discuter. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est le vide, un commentaire de match de foot, c'est le vide total, donc il y a pas besoin de, il y a pas d'interférence en fait. Et ça j'aime bien. Après, comment faire sortir tout ça? Et là, ça a été un travail de longue haleine, puisque j'étais d'une timidité effroyable. Et puis un jour, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie de montrer tous ces objets dont j'ai parlé, des brûleurs, des boîtes, les patins à griffes aussi. J'en ai pas parlé, des petits patins à griffes, mais ça, vous pourrez voir ça sur le blog éventuellement. J'ai mis tout dans un sac et j'ai été voir les galeristes. Et alors là, ça c'était on passait de l'exploration à l'aventure là pour le coup, et je me suis vite rendu compte que le monde des galeristes était un monde qui m'était étranger en fait, parce que on n'était pas du tout dans le même espace-temps, dans la même sensibilité. Et que moi, par rapport à mon bazar organisé de l'atelier, le bazar organisé de l'atelier ne correspondait pas du tout à l'ascétisme maladif, on va dire, des galeries. Bon, moi j'habite à Paris, donc je veux dire des galeries parisiennes. Et rentrer dans une galerie à peine éclairée avec une personne un peu floue au fond derrière un iPod ou un Mac, ça me correspondait pas du tout. Je l'ai fait une fois et je l'ai plus jamais refait. C'est un peu comme dans les films d'Orson Welles, vous savez, vous marchez vers la personne, et puis plus on a l'impression de marcher, plus on marche, plus on a l'impression que la personne s'éloigne. Et là, c'était exactement la même chose. Et donc, je me suis retrouvé une personne qui était en fait une marionnette de cire habillée avec un tailleur, et puis j'étais dans un film en fait, dans une scène de théâtre. Donc plus jamais j'ai montré mon travail aux galeristes, parce qu'elle a fait oui ça m'intéresse, envoyez-moi un dossier. Oui. Donc je les mets pas tous dans le même panier, parce que là j'ai justement sur Cannes, j'ai l'occasion de travailler avec une personne qui est pas très compétente, mais qui est très à l'écoute en fait du travail qu'on peut fournir, et qui me laisse en fait la latitude d'organiser et de scénographier l'exposition comme je peux le désirer, c'est-à-dire avec lumière, objet, installation, etc. Donc là le travail devient intéressant, c'est-à-dire que on ne livre pas comme ça des œuvres d'art aux galeristes qui les accrochent. Ensuite on fait un vernissage, tout le monde boit du champagne, tout le monde est content, et puis après pendant un mois il n'y a plus personne dans la galerie. Enfin bon, ça me fatigue. Après, moi j'aime davantage les lieux alternatifs pour présenter mes différentes œuvres, quelles qu'elles soient, tableaux, toile libre, totem, boîte, objets, etc. Donc j'ai travaillé avec des gens, j'ai travaillé dans des appartements désaffectés, des appartements en rénovation. J'ai installé en forêt également. J'ai installé énormément dans des restaurants, dans des salons de thé, dans des lieux plus ou moins étudiés pour accueillir en fait des œuvres. Et j'ai une totale confiance en fait, c'est-à-dire que je laisse mes œuvres, et je sais que de toute façon il n'y aura pas de dégradation, et je pars confiant en fait avec l'idée, de toute façon les gens ne sont quand même pas des barbares, et ils ne saccagent pas. Enfin en plus je suis ni Fontana ni Léonard de Vinci où il y a un risque de truc. Et puis comme je travaille sur la mémoire, la patine, j'ai besoin que le tableau se vieillisse. Donc s'il y a des traces de doigts, si les gens ont envie de toucher, parce que pour moi toucher l'œuvre, ça c'est important en fait. J'ai
toujours été étonné, par exemple, dans les musées, qu'on n'ait pas le droit de tripoter les sculptures, par exemple, d'un... je sais pas ce que vous me regardez avec un air, oh là là. Non, mais c'est un problème. Ça a toujours été un problème, mais d'un autre côté. Les sculptures, enfin moi je comprends pour les peintures parce que c'est quand même fragile, mais les sculptures, les marbres, les bronzes, qu'on les tripote, je crois pas que ça puisse vraiment les user. Ça peut même leur donner une petite patine intéressante. Oui, mais ça. Faut multiplier ça par des millions de visiteurs. Moi, et tu penses qu'on peut les faire disparaître? Quand tu vas à Rome, par exemple. Enfin en Italie en général, t'as énormément, par exemple, il y a des superstitions, faut toucher le pied de telle statue, la bouche de la vérité, vous allez à Rome, la bouche de la vérité, la bouche elle s'est agrandie effectivement parce que tout le monde met sa main dans la bouche de la sculpture. Ah oui, parce que la bouche de la vérité, c'est une espèce de bas-relief en tondo, donc un bas-relief circulaire, donc une espèce de visage avec une bouche ouverte à la grecque, en fait, un peu comme les masques de comédie grecque. C'est une espèce la bouche très très dessinée. Et la légende voulait que mettre sa main dans la bouche, si on n'avait pas été juste et si on n'avait pas dit la vérité pendant, on se faisait manger la main. Donc il y avait les sceptiques qui la mettaient surtout pas, et puis il y a d'autres qui prenaient un plaisir. Voilà. D'accord. Mais bien, et nous on va mettre la main. On va pas passer le relais à la régie parce qu'on va se retrouver un petit peu à la bourre. Donc Jean, tu nous racontes. Ah non, tu fais ton histoire de. C'est Igor qui peut nous faire sa petite histoire parisienne. Ah bon, d'accord. Dès qu'il aura fini de se moucher, on raconte tout. Alors j'y vais. Oui. Bon. Non, mais parce que on peut laisser pour la prochaine fois si on n'a pas le temps. Il est adorable. Non, Igor, on n'aime pas les martyrs ici. Ah non, c'est pas pour ça. Bon, d'accord. Alors j'y vais. Là, c'était la 15e petite histoire parisienne. C'est la 15e histoire parisienne qui parle de couples dans la rue. Parce que des gens me demandent souvent mais comment ça se passe pour les couples parmi les sans-abri? Comment est-ce que ça existe, etc. Bon, déjà on voit pas beaucoup de femmes dans le milieu. Il y a peut-être plusieurs raisons pourquoi on ne les voit pas. Une raison, c'est peut-être que le système social fonctionne mieux pour les femmes. C'est pas que le système est meilleur, c'est les femmes. Ils prennent ça peut-être plus sérieux, etc. Ils sont plus responsables. Déjà, moi, je pense que c'est un peu de ça. Déjà, ils jouent pas au loto. Et puis, ils escantent pas leur RMI pour des conneries. Donc, c'est une chose. Et deuxième chose, on les voit pas. On voit quelques épaves, mais pour rester d'une femme et rester dans la rue, il faut vraiment être en bout de rouleau. Mais c'est jamais désespéré parce que le système est très efficace et performant. Il y a toujours les moyens à aider aux femmes, quoi, aussi aux hommes, mais bon, maintenant on parle de couple, donc voilà. Donc pour des gens qui s'intéressent, est-ce qu'il existe des couples, moi j'en ai connu un couple quand j'étais sans abri, quand j'ai côtoyé toutes ces associations. Donc j'ai écrit une petite histoire parisienne sur ce couple-là. Cette petite histoire parisienne, elle se passe dans le 3e arrondissement, quartier Carnavalet. Elle s'appelle La lumière de notre vie. Alain et Francine se sont connus dans un hôtel social d'urgence, comme il existe pas mal partout dans le Paris. Entre les deux a passé une étincelle et l'amour, comme dans les romans, les envahit à jamais. Au début, ils étaient timides et ne voulaient pas montrer leurs sentiments réciproques. Mais les copains d'Alain n'ont pas laissé les choses au hasard et les moqueries ont commencé.
Et à tel point qu'Alain et Francine ont pris leurs petits bagages et sont partis main dans la main de cet établissement sans laisser ni nom ni adresse. Ils avaient un plan: acheter une tente, deux duvets et de la vaisselle de camping. Ainsi équipés, ils se sont installés dans un coin ignoré de tout le monde, sauf moi. Moi, je leur ai donné ma parole de ne jamais révéler à quiconque cet endroit. Mais quel changement pour eux! Ils vont connaître le paradis terrestre des êtres amoureux. Se coucher tous les soirs ensemble et se retrouver tous les matins dans leur petite tente était pour eux une sensation inconnue. Alain a commencé à lui offrir des bouquets de fleurs provenant des parcs parisiens, et elle, tous les jours, s'est occupée de son homme, de leur petite maison et de ses environs. Malgré des tentatives malhonnêtes de leurs anciens compagnons de galère, ils ont tenu bon, même dans le mauvais temps. Et un jour, Alain m'a dit: nous, les vrais hommes, on sait qu'une femme, il faut la traiter comme une reine. Et s'il y a des petits malentendus, il faut lui pardonner, parce que c'est elle la lumière de notre vie. Ah, c'est super, super, Igor. Ouais, je trouve que c'est une histoire assez minimaliste, mais il y a l'essentiel dedans, quoi. C'est vrai que on sent le couple, quoi, qui est pas quelque chose de complètement anodin, malgré ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Dans les situations difficiles, ça nous aide. Donc, on l'apprécie peut-être différemment, plus profondément. Bien sûr. Parce que ça te donne. Et en plus, les sans-abri, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de complexes. Étant donné qu'on arrive à trouver une femme, on se rend compte que on n'est pas différent des autres. Bien sûr, ouais, tout à fait. Quand on se balade avec une reine, on est un roi. Eh oui, bien sûr. Et quand on perd sa reine, eh ben on n'est plus qu'un non, arrête, vulgaire manant. Je te vois venir. Un vilain. Ouais. Bien, Jean, alors ta petite histoire. Ouais, histoire de vie, histoire d'artiste dans la foulée, hein, histoire de chef-d'œuvre. Ah, je repense quand même à un petit détail juste sur l'histoire précédente de Clovis Trouille. Je précise que Au Calcutta est sorti en 1969. Tout le monde était à poil sur la scène. Hein, c'est pour ça que ça a beaucoup fait parler de soi. Je ne sais pas si ça présentait un intérêt quelconque, mais tous les acteurs étaient nus. Et il est sorti en 69, année érotique s'il en fut. Nous n'en connaîtrons pas d'autres comme ça avant 2069. Hein. Il y a des chances pour que ni Robert ni moi, ça ne nous intéresse beaucoup. Alors, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre. Maman, par Louise Bourgeois. Louise Bourgeois est née en 1911. Oui. Elle est toujours bien vivante. Hein. Oh oui. Les parents de Louise Bourgeois étaient revendeurs en tapisserie d'histoire. Les matériaux brodés et tissés remplissaient la maison de l'enfance, et elle a d'ailleurs beaucoup utilisé dans ses premiers travaux des restes de tissus piqués. Faut-il y voir l'explication de l'omniprésence dans son œuvre des araignées, ces créatures qui tissent et surveillent sans cesse leur toile? Nous laisserons d'autres que nous tenter de répondre à cette question fondamentale. Pour Louise, il est sûr en tout cas que les matériaux brodés sont également associés à la mythologie classique. En effet, dans cette dernière, le tissage est souvent moyen de raconter l'histoire, en particulier pour les femmes. Je rappelle qu'Arachné est une jeune femme qui osa défier la déesse Athéna dans un concours de tissage. Elle a eu le mauvais goût de gagner, et prise de rage, Athéna a déchiré la toile et transformé la pauvre Arachné en araignée, la condamnant de surcroît à la rotation éternelle. Louise a simplement associé l'araignée du mythe à sa mère, qui était, selon ses propres dires, intelligente, patiente, apaisante, raisonnable, subtile, indispensable, ordonnée et utile, comme l'araignée. Mais elle ajoute que cette même araignée est trop souvent fastidieuse, raisonnable, à l'excès, infatigable, grâce à ses nombreuses jambes dont la protection peut ainsi devenir menaçante. Louise Bourgeois commença à sculpter des araignées géantes dès 1990. Celle-ci, qui est réellement gigantesque, lui a été commandée en 1999 pour l'ouverture du musée Tate Modern de Londres, de manière à orner le pont transversal du hall des Turbines.
de sa position, Maman, puisque c'est le titre qu'elle lui a donné, le nom qu'elle a donné à cette araignée, attrape tous ceux qui marchent dans le hall et le bâtiment tout entier devient ainsi la toile de l'araignée, qui tisse ensemble les fils de la mémoire, de l'histoire personnelle, du mythe et de l'imagination. Si vous allez la visiter le matin, elle sera peut-être araignée chagrin, tandis que si vous allez la voir le soir... Mais le matin, il sera endormi. Il y a une réplique également à Bilbao, il me semble. Il y en a, elle en a lâché plusieurs, si j'ose dire, dans la nature. Dans tous les cas, privilégiez l'entrée ouest, qui vous permet d'accéder directement au hall des turbines. Allez jusqu'au centre du pont transversal, en marchant les yeux rivés au sol, puis relevez la tête d'un coup. Je vous préviens, l'air va vous manquer, c'est très spectaculaire. Malgré cette petite voix lancinante qui va vous souffler à l'oreille. Cette araignée, ce ne serait pas tout bonnement celle que Louise a dans le plafond? Bon, ça c'était un petit clin d'œil à un inénarrable bloqueur bernique du Rocher Forum de la Maison des Artistes. Il se reconnaîtra aisément s'il nous écoute. Voilà, je mettrai les images en ligne sur le blog. D'accord, Jean. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Jean a parlé de l'araignée du matin qui peut provoquer des gros chagrins, et il n'a pas poursuivi pour l'araignée du soir qui peut vous amener de grands espoirs. Est-ce que ça a à voir, cette araignée, quelque chose avec l'araignée qui était l'année dernière dans les jardins des Tuileries? Oui, je pense, oui. Parce qu'il y en avait aussi, il était magnifique. Ah oui, d'accord. Bien, Jean-Christophe, tu nous envoies une zik, s'il te plaît. Alors, ouais, j'en sais rien, il y en a? Ah non, j'en ai pas. Oh non, alors c'est pas... Non, mais vraiment. Comment tu fais ta promo, alors? On se gaufre des corner shops, des vendeurs d'enclumes, mais on n'a pas notre j'en sais rien. Ah non. Il faut que tu vois avec Igor pour le marketing. Ouais, mais je crois que je vais laisser un disque à la radio tout le temps. Ça serait pas mal, oui. Comme ça, il sera là. Bien sûr. Il sera là. Non, par contre, j'ai, comme on parlait d'araignée, une chanson qui s'appelle Papillon de nuit. Le volume courbe, c'est le nom du groupe. Un groupe que j'aime bien aussi. Donc voilà. Bah, on pense que tu nous passes des musiques que t'aimes bien, autrement. Bah non, des fois non. Non, quand il passe du j'en sais rien, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est de l'autodestruction. C'est que je dois aller aux toilettes en général. Bon, bah voilà. Le volume courbe. Merci.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Oui, comme France 2, comme France 3, comme France 5, comme toutes ces... Voilà. Mais nous, depuis plus longtemps, et puis encore pour longtemps, puisque c'est un bref, je pense, intermède, mais ça reviendra, pas de souci. Voilà, toujours avec Tristan Adelin, qui va nous causer un peu dans le poste de ce qu'il pense un petit peu de la politique, s'il a un regard là-dessus, si ça le titille quelque part, la religion, l'autorité, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il pense de son avenir ou de l'avenir, oui, du sien, parce qu'il est dans la société et il en dépend, donc son avenir aussi. Alors, c'est compliqué en fait, parce que là on en parlait hors antenne. Est-ce que l'artiste est dans sa bulle et il est complètement hermétique à tout, dans son petit atelier, à toutes les interférences? Évidemment non, puisque rien qu'à voir la politique culturelle de notre gouvernement, notre cher gouvernement, où la référence est, je suis pas sûr qu'elle soit très picturale et très très artistique. La référence est plutôt musicale, là, c'est plutôt Mireille Mathieu, hein, je crois. Hein, non, ça me fait rire, mais en même temps, j'essaie quand même de me détacher de ça, bien que, enfin. J'aime à travailler justement l'image de notre cher président, par exemple. Et j'achète Gala, par exemple, notre cher magazine national. J'achète. Ouais, non, mais je les récupère, mais la dernière fois je l'ai acheté parce qu'il y avait tout un article, etc. Et en même temps, dans une brocante, j'avais trouvé des trucs sur les super-héros et sur les Marvel. Donc là, je suis en train de faire un travail de parallèle entre l'homme de fer et puis l'homme de papier, enfin, qui est finalement un super-héros, puisque en fait, il va à Noël, il va avec la fée Clochette à Disneyland, enfin, puisque c'est ça sa référence finalement. Enfin, donc. Voilà, difficile d'être exhaustif là-dedans, parce qu'il y a, comme je travaille avec énormément d'images, donc pas simplement parce que je parlais de vieux papiers, etc., mais je récupère énormément de magazines People, de choses comme ça, des galas, des closers, des conneries comme ça. Enfin, d'ailleurs, j'étais dans un grand closer en vrai il y a pas très longtemps à Cannes, justement, qui est une planète infecte à éviter, hein, attention. Où tout est surfait, et où j'aimerais quand même raconter une anecdote là-dessus. C'est-à-dire que les gens sont cons quand même. Enfin, avec la pipolisation. Non, mais c'est un scoop. Bah dis donc. Les gens pour assister à la montée des marches et voir et essayer de deviner une demi-seconde la star de leur rêve qui les raccrocherait peut-être, qui les ferait peut-être basculer de la réalité à la fiction, ou l'inverse, arrivent 48 heures à l'avance, enchaînent leurs pliants et leurs escabeaux aux arbres et restent 48 heures sur place en attendant l'ouverture des festivités. Ben, ça m'a sidéré. C'est non mais si, et c'est tellement vrai, et là c'est quand même une chose moi que j'ai trouvé, que je n'avais jamais vue. Mais il y a peut-être des couples qui se sont constitués comme ça, Igor. Peut-être, mais dans les arbres. Peut-être dans les arbres. Pour revenir à ma position par rapport à la religion, bon, qui est moi je suis absolument révolté par ce qui se passe actuellement, et puis par rapport à la mollesse des cathos vis-à-vis de cette espèce de pantin
et là pareil, donc j'ai ma ça, je vais l'appeler banque, ça va être rigolo, ma banque d'images. Et pareil, ça c'est un travail work in progress où là il va y avoir, où ça va être forcément écorché, où il va y avoir un travail de fond là-dessus sur ces cathos qui nous emmerdent quand même, et sur cette société surtout hygiéniste. Alors on peut plus fumer, on peut plus boire, on peut plus baiser parce que c'est. On peut même plus pisser sur les trottoirs. On peut pisser sur les trottoirs. Non, où tout est. J'avais pas remarqué. Et donc là-dedans, la place de l'artiste, quelle est-elle, quoi, à part justement dans une galerie qui est un lieu, on va dire, institutionnel, mais reconnu par justement par l'institution, mais aussi par les gens. C'est-à-dire que quand on expose en galerie, on est un peintre. On est un artiste qui gagne sa vie. Après, je fais, comme je disais, beaucoup d'expositions alternatives, et également des salons, par exemple, notamment la métamorphose des matériaux au Blanc-Manteau, qui se tient au mois de décembre en général, où les gens viennent me voir, ils disent ah, c'est vraiment formidable ce que vous faites, c'est très très beau. Mais à part ça, vous faites quoi? Oui. Oui. Non, mais il y a toujours cette espèce de distance du regard du public, des spectateurs, qui s'interrogent qu'il y a encore des artistes ça veut qui dire font pour gagner votre vie, en fait. Voilà. Comment vous gagnez, comment vous faites pour gagner votre vie, non, c'est même pas la question que comment vous faites pour vous. Qu'est-ce que vous faites à côté, quoi? Est-ce que vous vendez des pommes ou des fruits ou des légumes, etc. Ils sont habitués que les artistes. Alors, je rebondis justement sur le public et sur justement la notion d'avenir. Quel est l'avenir? Quel est surtout mon avenir? Là, c'est toujours une interrogation au quotidien, puisque je n'ai pas de calendrier, en fait. Et que les expositions amenant les expositions, la chose est une espèce c'est un peu comme l'insecte là, le coléoptère, le bousier, mangeur de bouse, tout simplement. Le bousier qui roule patiemment, de façon un peu laborieuse, sa boule, mais qui finalement emmagasine de la matière et a finalement un but qui est après de pouvoir aussi se nourrir, et puis voilà. Mais la boule grossit, et ça c'est pas la boule de neige, parce que la boule de neige elle va vite et elle s'écrase souvent sur un rocher. Dans les cartoons, en tout cas. Chez Tex Avery, c'est le truc. Voilà, donc l'avenir, il est notamment on a farci la tête avec de tout le monde, en disant que voilà, ça allait mal, etc. Donc c'est vrai que là depuis le début de l'année, sur les expositions, que ce soit à Strasbourg, Cannes, Paris, ça se ralentit gravement, mais en même temps, voilà, je sais rien faire d'autre, donc voilà. D'accord. Bien, on va passer la parole à Jean, parce que s'il y a le mec qui vient à 20... Ah oui. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais tout de suite les expos? Ouais, je pense, ouais. On va faire ça comme ça. Ouais. Donc, excusez-moi. Non. Les papiers sont à l'envers. Oui, on a besoin pour les expos. Quel bazar. Ah oui, c'est le gros bazar. Hein. Alors, pour commencer, William Blake. William Blake, c'est 1757-1827. Ça, c'est pour mon neveu Raphaël, qui est son digne successeur. C'est au Petit Palais, avenue Winston Churchill, dans le 8e arrondissement, et c'est jusqu'au 28 juin. William Blake est le plus célèbre, mais aussi le plus secret des génies d'outre-Manche. Mieux qu'aucun autre, il exprime l'inspiration hallucinée, propre au romantisme anglais. Le Petit Palais et le Musée de la vie romantique ont réuni près de 150 œuvres prêtées par les principaux musées britanniques. Et puis Milton Glaser. Milton Glaser, ça c'est du musée du Louvre, 17 rue Martel. Non, je me suis trompé. J'ai pas la bonne adresse, mince. Bon.
Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, c'est rue Martel. J'ai oublié le nom du lieu. J'ai un trou carrément. Oui, mais rue Martel, c'est pas... Dans le 10e jusqu'au 30 mai. Oui, mais le problème, c'est que il faut se dépêcher, quoi. Ouais. 30 ans ont passé depuis la dernière exposition de Milton Glaser à Paris. Il était temps de refaire la lumière sur l'œuvre audacieuse, singulière et visionnaire d'un artiste qui a marqué de son regard le graphisme mondial. 40 originaux, je suis en train de montrer là Bob Dylan. une affiche de Bob Dylan, du grand Bobby, que je mettrai évidemment sur le blog. 40 originaux et des affiches emblématiques de ce grand designer américain. Très grand designer, ouais. Très grand designer américain, oui. Et puis, Propos d'Europe, Paris-Berlin, à la Fondation Hippocrène, 12 rue Mallet-Stevens dans le 16e arrondissement de Paris, ça c'est jusqu'au 1er juillet. Cette année, pour la 8e édition des Propos d'Europe, la Fondation Hippocrène présente les œuvres d'artistes allemands vivant à Paris. Mais perso, j'irais plutôt voir Milton. Tu iras voir Milton. Eh bien, nous irons ensemble, bras dessous, si tu le veux bien. Oui. Bien, merci beaucoup, Jean. On va dire au revoir donc à Tristan, hélas, parce qu'on n'a pas, oui, hélas pour Tristan, pas hélas pour ce qui va suivre, parce que quand même c'est important, apparemment. Mais on va dire au revoir à Tristan. On le remercie d'être passé nous voir. Il a certainement plein d'autres choses à nous raconter. C'est ce qu'on dit à peu près à tous les invités. Mais on le pense. Donc on espère te revoir une prochaine fois. Tu donnes mon blog Alors non, tu donnes ton blog, tu donnes toutes les adresses que tu veux donner. Je mettrai les liens, mais tu peux les donner. Mais sinon, vous tapez Tristan Adelin, Adelen sur Google, et puis vous tombez sur les DS. D'accord. Voilà. Et là, vous aurez un aperçu de mon travail. Ouais. Et sinon, je suis à la galerie Shugart à Cannes. Oui, jusqu'à quand? Jusqu'au 12 juillet. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc si vous allez vous dorer la pilule sur la côte, eh ben... Il n'y a pas beaucoup de place en ce moment. Profitez de... Mais c'est à éviter. Hein. On l'évitera. Mais c'est une très belle galerie qui est dans le vieux Cannes et c'est une galerie jardin qui est vraiment d'accord. On va dire un havre de paix par rapport à toute cette effervescence infecte. D'accord. Bien. Donc vous retrouvez toutes les infos qui ont été diffusées au cours de cette émission sur le blog de l'émission, dont Jean va peut-être nous rappeler l'adresse. Allez, c'est un petit plaisir quand même pour la fin. http://artleac.blogspot.com Merci. Encore. Non, mais Jean-Christophe, tu peux nous balancer un peu de musique parce que là, je sais pas trop où on va, étant donné qu'il y a quelqu'un qui doit passer pour faire un communiqué. Je suis à la porte, j'ouvre la porte, il y a personne. Bon, voilà. Donc tu peux nous mettre de la musique pour meubler un peu. T'as fait attention, Igor, que c'était pas quelqu'un de très petit et que tu l'as pas vu? Oui, ça arrive. Des gens de petite taille. Oui. Tu as quelque chose à dire? Bon, ça y est. Donc merci à vous. Puis j'espère à très bientôt. Oui, on espère nous aussi parce que je sais que tu as des choses à dire et des choses à montrer peut-être. Mais c'est toujours trop court, hein. C'est ce que tu disais. Toujours. Toujours trop court. On a toujours. Cette émission est une suite de frustrations. Oui, tout à fait. J'ai une amie qui disait ça souvent. Elle est surprise. On ne t'en demandera pas plus. Si c'est autrement, tu vas te manger du social traître. Bon, je vous mets un petit King of Leon. D'accord. Et puis on verra si on doit reprendre l'antenne ou si on la lâche définitivement. Exactement. King of Leon.
à Racaille, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, mais avec des annonces quand même. Il y en a une là de la Mie de Pain, l'association que nous avons reçue il y a 2 ou 3 semaines. Ouais. J'ai oublié la date précise, mais la Mie de Pain qui nous annonce qu'elle organise conjointement avec 2 autres associations de quartier la fête de la musique, c'est le 21 juin 2009, ça c'est partout. Et alors le programme on l'a pas encore, mais nous le mettrons en ligne sur le blog dès que nous l'aurons reçu. En tout cas voilà, si vous pouvez aller les rencontrer au moment de la fête de la musique, ce serait très sympa. Ce sont des gens qui se bougent le cul. Voilà. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Tu veux te présenter? Ouais, mets-toi au micro. Je ne suis pas parfaitement comprendre le dossier. Mais... Non, mais c'est. Les potes qu'on suit ça de près. Ouais. Faire un petit résumé vite fait. Ouais. Donner 2-3 minutes. Ouais. Non, t'as même 5 minutes si tu veux. Ouais. C'est cool. Tu te présentes et puis. Je descends du vélo, j'ai couru. Ouais. Je suis trompé d'adresse. J'ai fumé un joint ce matin. J'étais au 150. Oui, on est à l'antenne. On s'est demandé si pardon, excusez-moi. Non, mais c'est du direct. C'est pas grave, c'est la vie. Parce que là, même avec un avion. C'est pas RTL. Ouais. Donc, bonjour. Je suis Didier. Je voulais parler pour l'association Saint-Bernard qui est dans le quartier Faubourg Saint-Antoine, Roquette, peu importe, qui s'occupe d'un immeuble qui est en voie d'expulsion en ce moment, sur lequel il y a, attendez, je vais reprendre au début. Déjà dimanche, je veux dire qu'à la CNT, la réunion qu'il y avait eu l'après-midi sur la clôture du FRAP avait montré des discours et des rencontres intéressantes. Ce que c'est de déplorer en fin de journée finalement qu'il n'y ait pas des choses décidées collectivement, mais c'est peut-être aussi très bien de rendre des individus responsables dans l'esprit anarch qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être sous une banderole forcément, mais qu'il est temps de faire des choses. Si ça peut être un peu dans les banlieues, je pense qu'il y a beaucoup d'envie. Dans tout le FRAP n'a jamais été aussi rempli que cette année, donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Les mouvements qui se passent un peu partout depuis 2 ans dans les banlieues illustrent aussi. Les gens sont à cran partout, donc voilà, je pense qu'on est dans une logique d'action. Tu peux nous préciser brièvement ce que c'est que le FRAP? Parce qu'il y a des auditeurs qui sont... C'est le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. D'accord. Donc, je sais plus, là, ça va être la 6 ou 7e édition. Et bon, de par le ralentissement du mouvement social depuis 4, 5, 6 ans, on va dire, il était assez léger au niveau pas du contenu, mais du nombre de participants, de l'engouement, même dans le militantisme lui-même, le RATP, par exemple, l'association qui revendique les transports gratuits à Paris. J'ai assisté à des réunions où il y avait on divulguait plutôt l'idée d'éviter la loi, de comment pas payer ses PV, comment frauder pour entrer dans le métro, etc., que dans une lutte aussi frontale, parallèlement, t'allais dire à la RATP, on revendique les transports gratuits pour telle et telle raison, le coût de l'entretien des machines, machin, un discours que c'est associé depuis longtemps. Donc même pas une revendication directe, il y avait un genre d'affaiblissement, de fatigue, et là il se passe quelque chose, on sent dans les réunions donc ça sent plutôt bon, quoi. D'accord. Ouais. Donc là pour finir sur cette histoire de mouvement à structurer, on s'est fait emmerder, donc comme dans le style de Julien, plusieurs gens un peu impliqués depuis quelques années, on a l'impression qu'on a eu envie de nous remettre un peu le pied à l'étrier. Donc on peut se demander pourquoi. Peut-être qu'effectivement Sarko il craint peut-être un petit peu que ça pète un peu à droite à gauche de manière incohérente, et vous peut-être mieux laisser faire. Et qu'il aimerait bien remettre les gens sur le... Alors que moi j'ai pris un peu de recul depuis 2-3 ans, je fais autre chose, et plein de potes pareils qui ont été emmerdés, etc. Ce qui fait qu'on s'est rappelé, ça a réveillé les réseaux un petit peu, donc c'est intéressant, c'est que finalement on se demande si ça n'a pas été voulu, quoi. C'est-à-dire remettez-vous, créez des structures, engagez les gens sur des luttes, au moins on sait où ils sont, dans quelle mouvance ils vont, etc. Donc on avait envie de rien faire, et là apparemment ça part de la base, c'est très bien, donc ce que je pense qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à suivre sans vouloir reprendre d'aucune manière des banderolismes qui nous ont fatigués au fil des années, mais être là sur le terrain. Et donc là sur ce terrain, pour revenir à cette histoire, j'y arrive, j'ai à retrouver la boucle, il faut que ça se termine. Donc là voilà, j'ai 30 secondes. Donc en fait t'as encore 3 minutes. C'est un immeuble qui est au 195 Faubourg Saint-Antoine, dont le propriétaire, il y a eu un arrêté de la ville de Paris de rénovation en mai 2007, donc ça va faire 2 ans. Le propriétaire a décidé d'expulser les gens sans les reloger, on s'en fout, au mépris de la loi. Donc il y a une association Saint-Bernard qui les a soutenus, du quartier Saint-Bernard qui les a soutenus, le collectif.
Donc ils vivent actuellement dans les travaux. Il y en a certains qui ont été relogés par la mairie de Paris, parce que de Guerlas, la mairie de Paris a vu que de toute façon le propriétaire ne bougerait pas. Donc ils en ont relogé quelques-uns. Il reste encore 17 personnes dans l'hôtel, qui s'appelle le Grand Hôtel du Progrès. C'est génial, symboliquement, qui maintenant avec les travaux a fait ressortir tous les rats, cafards et autres blattes de l'immeuble. Donc les gens vivent dans la poussière des travaux, les marteaux-piqueurs longueur de journée, les blattes. Il y a des enfants. Il y a 17 personnes, voilà, donc 4 familles avec enfants, qui vivent au milieu de tout ça. Bloch est venu soutenir un petit peu. Maintenant, il y a même un recours qui avait été fait auprès du tribunal d'instance, qui a rendu son jugement le 13 janvier dernier, condamnant clairement le propriétaire. Depuis, le propriétaire a fait appel, donc les travaux continuent, et le mec il s'en fout complètement, quoi. Ouais. Un certain monsieur Cohen. Ouais, d'accord. Et donc la ville de Paris, le maire du 11e, je veux dire, sait pas trop quoi faire de plus. La loi fait son œuvre, lui il s'en fout, il fait ses travaux tranquillement, et les gens sont en galère, sont pas relogés, alors que normalement il a l'obligation de les reloger immédiatement. Bien sûr. Et qui sont prioritaires, et dans les deux. Dans le dossier présenté à l'office HLM, ils sont normalement prioritaires, ils devraient passer très vite, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de soutien apparemment ni de l'office du logement, ni de ce propriétaire qui ne sera pas obligé, lui à titre privé, de les reloger. Voilà. C'est Patrick Bloch, c'est ça? Patrick Bloch, le maire, député maire de l'arrondissement. Et donc ce soir il y a une réunion festive à 18h devant le 195. Vous notez, devant le 195 ce soir à 18h, une réunion festive. Voilà, c'est-à-dire que c'est un soutien, une soirée de soutien. 195 de quelle rue? Du Faubourg Saint-Antoine. Donc c'est métro Félère-Chaligny, c'est juste en face de l'hôpital Saint-Antoine. Ouais, c'est facile à trouver. Dans le 12e. C'est continue 11e, parce que le Faubourg c'est 12 d'un côté, l'hôpital c'est le 12e, nous on est dans le 11. Et c'est vraiment deux mondes. On traverse le Faubourg. C'est comme si traversait l'Amazon, quoi. 195, non, je plaisante. Sauf le marché d'Ali qui est une enclave du 11e. Ah oui, d'accord. Voilà. On le revendique. Et on parlait ce matin des trous du cul du monde. Les querelles de clocher à Domal. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un monde comme nous sur le 12e. Donc pour revenir, 195 de Faubourg Saint-Antoine, 18h. Donc il y a vaguement le DAL qui a soutenu de loin. Qui après a pas trop réagi aux appels du pote qui gère cette histoire avec le collectif Saint-Bernard. Donc il y aura un peu de musique, il y aura pas mal de monde normalement, il y aura des médias, et puis il faut surtout pour faire un appel aux anards. Moi je vais repasser un petit coup de gueule par rapport au canal Saint-Martin. J'étais venu faire deux interventions sur le fait qu'on voyait pas assez les anards, les autonomes et autres fédérations anarchistes, et que on a vu quand même quelques anciens de la FA, ça nous a fait plaisir, qu'on a vu effectivement quelques jeunes individuellement venir